Avec mes collègues enseignants dans différentes disciplines. Vu qu'on a 2 heures de temps, de retard, pardon, nous allons essayer de présenter 15 minutes chacun. Et je vais regrouper les questions 3 par 3, parce que si on fait de l'interactivité, malheureusement, on va encore déborder. Le programme étant très long. On va faire comme ça, donc on va passer 30 présentations. Prenez note de vos questions, on y répondra, et puis on regroupera les questions pour les travailler si vous voulez. Et sans trop tarder, je vais donner la parole à notre confrère professeur Prali Taher, qui est professeur de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat, et je crois qu'il nous remplace Exactement. Hassan. Donc voilà, à vous la parole. On a changé un petit peu l'ordre parce que c'est il y a une petite contrainte d'horaire. Et donc, pour l'arranger, on va commencer par lui. À vous la parole. Merci Madame la Présidente, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de partager avec vous l'expérience du service de chirurgie vasculaire de Rabat concernant le diagnostic et la prise en charge pédiabétique. Donc, quelques chiffres pour rappeler un peu le contexte. Les plaies de pédiabétique entraînent une amputation dans 5 à 10% des cas. Le risque d'amputation est 15 à 30 fois supérieur par rapport à la population générale. 50% des patients diabétiques présentant une artériopathie oblitérante. Donc, dans cette présentation, on va parler aussi bien du côté vasculaire que du côté cicatrisation. L'artériopathie diabétique a une prédilection pour les axes jambiers, mais il s'agit souvent des lésions multifocales, multi-étagées, parfois très calcifiées, difficiles à traiter. Donc, chez les diabétiques, la revascularisation est indiquée en cas d'ischémie critique dans le cadre, pour sauver le membre, ou en cas de trouble trophique pour obtenir une cicatrisation. Donc pour les progrès, ces dernières années, il y a énormément de progrès concernant l'imagerie et les stratégies de diagnostic. L'avènement des procédures endovasculaires a nettement amélioré le pronostic de ces lésions. Et on dispose actuellement de plusieurs moyens de cicatrisation constituant de véritables armes pour lutter contre ce problème. Alors, la prise en charge pédiabétique a passé par plusieurs étapes. La première étape était purement chirurgicale. On faisait des gestes de débridement, de décharge et d'amputations. La deuxième étape, c'est à partir des années 2000, avec l'avènement des procédures endovasculaires. Et aujourd'hui, on est dans une troisième phase de réflexion sur la prise en charge globale des patients. Parce qu'après avoir revascularisé ou faire un geste chirurgical, le patient entame un parcours de combattant pour obtenir une cicatrisation complète de son moignon. Donc, pour rappeler un peu le contexte, à partir des années 2000, l'avènement des procédures endovasculaires, on note qu'il y a une nette augmentation des procédures endovasculaires avec une diminution nette et manifeste de la courbe des vestes chirurgicales classiques sur tous les pontages distaux. Exactement ce qu'il y a dans l'étude américaine de 2009, on remarque qu'il y a une coïncidence entre une augmentation de la courbe des procédures endovasculaires avec inflexion de deux courbes. La première, c'est le nombre des pontages distaux, et la deuxième, c'est le nombre des amputations majeures. De la même manière, il y a une augmentation des procédures endovasculaires avec une diminution de la courbe des gestes chirurgicaux classiques, surtout les pontages distaux. Et on remarque que l'activité endovasculaire chez les pédiabétiques, elle représente 50%. Par exemple, avant l'avènement des procédures endovasculaires, chez les 400 patients diabétiques qui ont bénéficié d'angioplastie des axes jambiers, elle allait bénéficier directement d'une amputation ou d'un pontage distal. Donc le trépied classique du pédiabétique, c'est l'intégration de 3 facteurs constituant souvent un seul brique, c'est une neuropathie sensitive et motrice, entraînant des traumatismes, des malperforants plantaires, favorisant les infections, et l'artériopathie qui est souvent là, qu'il faut chercher et traiter. Pour les troubles trophiques, pouvant aller de la simple malperforant plantaire avec une collection purulente autour, ou un ulcère de la face dorsale du pied avec des signes de souffrance ischémique autour, une nécrose sèche d'un orteil. Les lésions sont parfois étendues, ne permettant pas un traitement conservateur engageant le pronostic fonctionnel, voire même le pronostic vital du patient. Pour la prise en charge médicale, le contrôle de la glycémie est obligatoire. Le contrôle de l'infection par une antibiothérapie par voie injectable, bien sûr dirigée par les prélèvements bactériologiques, la décharge du pied, la revascularisation chaque fois qu'il y a une lésion sténosante ou occlusive d'un axe artériel, les soins locaux. On dispose actuellement d'un panel important de pansements adaptés à chaque type de plaie, l'oxygénothérapie hyperbare et une nouvelle avancée dont on va parler de facteurs de croissance épidermique.
Alors pour le traitement médical, mon ami professeur Rahali a bien précisé l'intérêt du traitement médical et la place chez le diabétique. Un traitement anti-agrégant plaquettaire, voire même double anti-agrégation, surtout chez les patients ayant bénéficié d'angioplastie plus stent et chez les patients pour les artériels, une statine, un traitement anti-hypertenseur. Et bien sûr, chez les patients, en cas de diabète ischémique, il faut faire un bilan cardiovasculaire global à la recherche d'auto-localisation dans la maladie athéromatoseuse, surtout coronarienne et carotidienne. Il s'agit souvent de patients qu'on reçoit en consultation aux urgences avec des troubles trophiques. Donc, devant ces patients, dans un premier lieu, il faut faire un examen clinique minutieux, il faut faire un état des lieux pour préciser l'extension et la profondeur des lésions, chercher un contact osseux ou une ouverture articulaire qui sont des signes de mauvais pronostic. La radiographie du pied est demandée systématiquement à la rachidostéite. Biologiquement, il faut s'intéresser surtout à la CRP, puisque les périodes de costose et la fièvre peuvent faire défaut, parce qu'il s'agit souvent de patients qui ont fait le tour des médecins qui ont pris un ou plusieurs antibiotiques. Les prélèvements bactériologiques obligatoires, soit par un simple écouvillonnage, si écoulement purulent, sinon parfois on est ramené à faire des biopsies osseuses ou tissulaires si les lésions sont profondes. Alors, après avoir évalué l'urgence du trouble trophique, il faut confirmer la participation artérielle à la recherche d'évolution des peaux. Il faut préciser les signes sémiologiques de douleur d'origine vasculaire et la démêler à d'autres types de douleurs, surtout les douleurs neuropathiques qui est très fréquente chez les personnes diabétiques. Chercher les signes locaux en faveur des lésions artérielles, surtout une peau atrophique, érythrodéclivité, foradose distale et un aspect nécrotique. L'échodoppler artériel, c'est un examen qui est rapide, anodin, qui peut être par plusieurs intervenants. Il permet de faire une première cartographie artérielle et surtout les mesures des IPS, l'indice de pression systolique. C'est un signe ou c'est un témoin objectif de la présence de lésions vasculaires. Quand il est inférieur à 0,9, quand il est inférieur à 0,5, il est témoin d'une ischémie critique qui est une urgence chirurgicale vasculaire. Là, c'est une classification de l'Université de Texas. C'est une classification surtout d'ordre de pronostic, permettant de classer les lésions en grade allant de la superficie à la profondeur et en stade de stade A à stade D. Stade A où il n'y a pas d'ischémie et d'infection. Stade B où il n'y a pas d'ischémie mais il y a de l'infection. Stade C où il y a l'ischémie et il n'y a pas d'infection. Et stade D où il y a l'ischémie et il y a l'infection. Et on déduit, plus qu'on avance en grade et en stade, plus le risque d'amputation est important et plus le pronostic est mauvais. Alors, quand on doit revasculariser, les guidelines de 2016 du groupe international travail sur le pied diabétique a bien précisé les indications de revascularisation. Alors, on doit revasculariser quand la pression de la cheville est inférieure à 50 mm de mercure, la pression au niveau du gros orteil inférieure à 30 mm de mercure, la pression transcutanée en oxygène inférieure à 25 mm de mercure, quand il y a un retard de vascularisation au bout de 4 à 6 semaines. Autre facteur orientant vers la revascularisation, c'est la présence de douleur au repos, qui est un signe de souffrance tissulaire, la présence d'œdème qui entretient et aggrave l'ischémie, et les troubles trophiques sont étendus. Alors, pour les examens complémentaires, l'angioscanner, c'est le gold standard, c'est l'examen de référence. C'est un examen qui est performant, il permet d'avoir une cartographie artérielle précise, mais quand même, il présente certaines limites. C'est que l'artériographie est parfois parasitée par les calcifications. Dans l'angioscanner, il est parasité par les calcifications. Il demande de grandes quantités de produits de contraste. Alors, on parle de patients diabétiques où la fonction rénale n'est pas toujours bonne. Et surtout, il ne permet pas de bien visualiser les axes jambiers, qui est la localisation la plus fréquente chez les personnes diabétiques. Par contre, l'artériographie, c'est un examen qui est relativement invasif par rapport à l'angioscanner. C'est un examen qui se fait sur anesthésie locale avec une seule ponction d'artère fémorale commune. Il permet un geste diagnostique et thérapeutique en même temps. On peut faire une cartographie artérielle et dilatée en même temps. Et il ne demande pas de grande quantité de produits de contraste. Et actuellement, on dispose d'injecteurs automatiques de CO2 chez les patients présentant une insuffisance rénale ou chez les patients qui présentent allergie à l'iode. Là, c'est une artériographie de membre inférieur par l'injection de produits de contraste iodés. Et là, c'est l'artériographie par l'injection de CO2. On a pratiquement les mêmes images et la même cartographie. Alors, pour la prise en charge chirurgicale, le but, c'est de revasculariser les axes jambiers. Chirurgicalement, on le fait par des pondages distaux. C'est l'une des procédures les plus complexes en chirurgie vasculaire.
comportant une mortalité plus élevée par rapport aux personnes non diabétiques. Aujourd'hui, on ne fait les pontages distaux qu'en cas d'impossibilité au déchet de traitement endovasculaire. Alors, les limites de cette intervention, c'est la qualité du lait artériel d'aval. On ne peut pas faire un pontage distal sur une artère qui est très calcifiée. Les facteurs de risque du patient, parce que c'est un geste qui dure 3 à 4 heures. Le substitut vasculaire, les pontages distaux sont réalisés par la veine symphytique interne, qui n'est pas toujours de bon calibre. L'état cutané distal, parfois il y a des lésions nécrotiques infectées en regard des abords qu'on va réaliser. Et bien sûr, l'expertise du chirurgien. Voilà, pour les pontages distaux, peut être réalisé sur n'importe quel axe jambier, voire même l'artère tibiale postérieure rétromalléolaire quand la veine symphytique interne est suffisamment longue. C'est un geste qui est quand même délabrant, avec plusieurs incisions pour faire prélèvement de la veine symphytique interne et qui comporte plusieurs complications. Si ce n'est pas d'ordre général, c'est d'ordre local. Aujourd'hui, on est plus sur l'option endovasculaire chez les patients diabétiques. C'est une technique moins invasive. Les résultats à moyen terme sont satisfaisants. On peut réintervenir chez un patient chez qui on a dilaté une artère, on peut revenir et dilater une deuxième et une troisième artère. Le taux de sauvetage de membre est estimé à 80% à 1 à 3 ans, avec une bonne perméabilité primaire et secondaire. Mais notre objectif, ce n'est pas le résultat à moyen et à long terme, mais c'est de cicatriser le trouble trophique. Par exemple, chez un patient qu'on a dilaté et qui a cicatrisé ce trouble trophique, après on le revoit avec une rosténose, une thrombose, on ne réintervient pas. Le but, c'est la cicatrisation du trouble trophique et non pas le résultat à moyen et à long terme. Alors, l'une des règles de survascularisation, c'est la théorie des angiosomes. Comme vous le savez, au niveau de la jambe, il y a 3 axes jambiers, l'artère tibiale antérieure, l'artère tibiale postérieure et l'artère péronnière. Chaque artère vascularise un territoire bien précis. Donc, le siège de la lésion nous oriente vers l'artère qu'on doit revasculariser pour permettre un meilleur taux de sauvetage du membre. Là, c'est une antéographie sélective du membre inférieur montrant plusieurs des sténoses multiples et étagées au niveau de l'artère tibiale postérieure, avec une occlusion au niveau du tiers inférieur, de la même manière au niveau de l'artère péronnière et une occlusion de l'artère tibiale antérieure. Donc, on a pu dilater l'artère tibiale postérieure jusqu'au rétromalléolaire, ainsi que l'artère péronnière et l'artère tibiale antérieure. Là, c'est une antéographie avec une occlusion de l'artère poplitée interarticulaire et une reprise faible au niveau de l'artère tibiale postérieure rétromalléolaire. Donc, on a pu recanaliser toute la lésion jusqu'à l'arche plantaire. Alors, la prise en charge trophique infectée. Pendant des décennies, on faisait des gestes de parage, des amputations et des charges, mais en considérant le reste comme des soins infirmiers. Actuellement, on est dans une logique d'accompagner le malade jusqu'à cicatriser ce trouble trophique. Donc, on va passer rapidement au pansement qu'on réalise. On dispose actuellement d'un panel important de pansement adapté à chaque type de plaie. Pour les plaies sèches, il faut appliquer les hydrocolloïdes. Pour les plaies exudatives, il faut appliquer les agents de calcium. Et pour les plaies odorantes, il faut appliquer les sels d'argent. Donc, on va passer rapidement, si vous permettez, aux facteurs de croissance épidermique. Actuellement, on dispose de Liberprot, c'est un facteur de croissance épidermique. C'est un produit médicamenteux cubain permettant d'accélérer la durée. L'étude phare pour ce produit montrant que dans le groupe qui a bénéficié de la chirurgie avec injection de Liberprot, le taux de cicatrisation ainsi que le taux de récidive est 2 à 3 fois moins par rapport au groupe qui n'a bénéficié que d'un traitement chirurgical seul. Donc, je vais passer rapidement pour vous montrer quelques exemples de malades chez qui on a réalisé la suramputation de l'arrière-pied après 6 semaines d'appliquer des hydrocolloïdes et l'injection de facteurs de croissance. Là, c'est une lésion nécrotique au niveau du gros orteil après un débridement chirurgical et l'injection de facteurs de croissance après 5 semaines de traitement. Là, c'est une grosse lésion talonnière après une nécrosectomie chirurgicale et l'injection de facteurs de croissance après 8 semaines de traitement. Là, c'est un ulcère rétromalléolaire interne après un débridement chirurgical après 5 semaines de traitement. Alors, pour conclure, la prise en charge du diabétique globale doit être organisée sur tous les volets, médical et chirurgical. Les techniques endovasculaires ont bouleversé le pronostic de ces lésions. On dispose de plusieurs moyens de cicatrisation, les pansements actifs et les facteurs de croissance, constituant de véritables armes contre ces plaies. Il faut définir le protocole de soins
et la création d'unités dédiées et pluridisciplinaires pour lutter contre ce problème. Je vous remercie. Merci pour votre avis, d'avoir respecté le temps. Alors, exceptionnellement, je vais prendre une ou deux questions avant de démarrer du travail, parce qu'il va nous expliquer, n'est-ce pas? Oui, Donc, si vous avez une ou deux questions, sur la partie chirurgicale, sur la partie médicale, merci beaucoup. Donc, je passe la parole au professeur Relache, professeur d'endocrinologie au CHU de Rochefort de Casablanca, pour traiter la partie où la vie de l'endocrinologie. Merci Madame la Présidente. Je suis très heureuse et très honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler dans le micro. Pour vous parler du pied diabétique, du point de vue de l'endocrinologue. Donc, comme vous le savez, le pied diabétique est un problème de santé publique. Pourquoi? Parce qu'il a des conséquences aussi bien économiques, vu le coût d'hospitalisation, le coût des soins, le coût de la chirurgie, et aussi humaine. L'amputation, ça affecte énormément les patients, ça retentit aussi sur leur fonction, sur leur activité professionnelle. C'est pour cela qu'on insiste sur la stratégie de soins préventifs qui serait rapidement rentable, aussi bien sur le plan médical qu'économique. Et la prise en charge du pied diabétique, c'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est toute une équipe qui va prendre ce patient pour pied diabétique. Pourquoi? Parce que c'est une affection grave et qui est fréquente. 25% des diabétiques développent une ulcération du pied durant leur vie. Et parmi ces 25, plus de la moitié, ils vont s'infecter. Et plus de 20% seront hospitalisés pour infection du pied diabétique. Et lorsqu'on fait une amputation, 23% vont décéder par la suite. Et les plaies mineures sont généralement responsables de 85% des amputations chez les patients diabétiques. Donc si on agit au niveau de la prévention, on peut éviter toute cette mortalité. Et je vous donne des chiffres qui sont alarmants. Une amputation au niveau du membre inférieur est réalisée toutes les 20 secondes dans le monde chez un patient diabétique. Donc seulement pendant cette période, on est en train de discuter du pied diabétique. Imaginez le nombre des pieds qui ont été amputés. Donc le coût du pied diabétique, il y a le coût direct, le coût des soins, les traitements, les médicaments, mais il y a aussi les coûts indirects. Un patient qui est amputé, peut-être qu'il ne va pas réaliser le même travail, il aura besoin d'un reclassement professionnel, il va faire une dépression, il aura besoin d'autres traitements, à côté du coût immatériel, le retentissement psychique sur le patient. On n'a pas de chiffres objectifs au niveau du Maroc. On a fait une petite étude au niveau du Casablanca, mais qui a objectivé seulement le coût direct. C'est une étude rétrospective qui inclut 103 dossiers recueillis de façon aléatoire. On a essayé de recueillir un ensemble de données et voilà ce qu'on a retrouvé. Un coût moyen pour le pied diabétique hospitalisé au CHU de Casablanca de 12 579 dirhams. Donc quand même, c'est énorme. Pour traiter le pied diabétique, si on agit sur la prévention, si on éduque nos patients, on peut éviter tous ces coûts, toutes ces dépenses d'argent. Le pied diabétique, c'est l'ensemble de plusieurs éléments. Il y a l'infection, la neuropathie, l'artérite et la déformation. Tout ça va induire des lésions et des malperforants plantaires qui seront infectés par la suite. La neuropathie diabétique, elle est grave parce qu'on a la perte de la sensibilité protectrice. Et le diabétique va se faire mal sans avoir mal. On a eu des patients qui avaient un caillou dans leurs chaussures et qui l'ont gardé durant toute la journée et qui, sans rien sentir, avec des traumatismes qui étaient très graves. Donc cette perte de sensibilité, on aura un retard diagnostique. Le patient diabétique n'aura pas mal, il ne va même pas chercher est-ce qu'il y a la lésion au niveau du pied. On aura une sous-estimation du problème. Même s'il y a la lésion, le patient ne sent rien, il ne va pas sentir la nécessité d'aller consulter. On aura aussi des difficultés de traitement et de compliance et des difficultés de la prévention. Je vous montre ici un exemple de pied neuropathique. Vous voyez la griffe et la myotrophie avec la saillie de la tête des métatarsiens et les pieds creux. C'est un exemple typique de pied à risque de développer un malperforant plantaire. À côté de la neuropathie, on a aussi l'artériopathie diabétique. L'artériopathie diabétique, sa problématique, c'est qu'elle évolue à bas bruit. C'est pour ça qu'on doit la dépister systématiquement. À chaque examen du pied diabétique, on doit rechercher la neuropathie et aussi l'artériopathie par des examens simples. Il y a l'inspection, la recherche des pouls, le temps de recoloration,
mais leur sensibilité et spécificité, elle est faible. Donc on doit toujours compléter par un examen qui est simple, qui est la mesure de l'index de pression systolique qu'on peut faire à chaque examen du pied diabétique au niveau de notre cabinet et compléter éventuellement par un échodoppler en cas d'anomalie. Vous voyez sur la première photo la mesure de l'index de pression systolique, l'appareil qui permet la mesure de l'index de pression systolique. On demande par la suite un échodoppler en cas de besoin. Pour explorer aussi l'artériopathie, on peut demander la mesure de la pression systolique du gros orteil, qui est indiquée en cas de neuropathie s'accompagnant par médiocalcose lorsqu'on a un IPS qui est supérieur à 1,30. On peut compléter aussi par la TCPO2, qui doit être réalisée en présence d'une artériopathie. Et comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, si elle est supérieure à 30 mm/Hg, il y a absence d'ischémie sévère. À l'examen clinique, on recherche aussi l'infection. Et j'insiste sur le fait que le diagnostic de l'infection est un diagnostic clinique. Voilà une stadification simple de l'infection. Vous voyez la première photo qui montre une plaie colonisée. Et je vais insister sur cette nuance entre la plaie colonisée et la plaie infectée. La deuxième photo montre une plaie infectée grade 2, puis la troisième grade 3 et grade 4. Mais comme vous voyez sur les photos, il est difficile de faire cette distinction entre le grade 1, qui est une plaie colonisée, et le grade 2, qui est une infection débutante. Pourquoi on parle de colonisation? La colonisation, c'est lorsqu'on a des bactéries, elle est normale, lorsqu'on a des bactéries qui sont peu virulentes, lorsqu'on a une flore bactérienne résidente, ce qu'on appelle la flore commensale, ou bien lorsqu'on a une flore bactérienne transitoire. Alors que l'infection, c'est elle qui pose problème, c'est lorsqu'on a une modification de la flore avec la présence de bactéries virulentes et qui va engendrer par la suite un retard de cicatrisation et ce qui est plus grave, une extension. Je vous montre ici les différentes classifications qu'on utilise en pratique courante pour classer nos patients diabétiques lorsqu'on fait un examen. La classification de Wegener, elle permet de classer le pied diabétique en grades. Le grade 0, c'est lorsqu'on n'a pas de lésion. Le grade 1, c'est lorsqu'on a une lésion superficielle. Le grade 2, elle est profonde vers les tendons, mais sans abcès ni ostéite. Le grade 3, lorsqu'on a l'abcès, l'ostéite ou l'arthrite septique. Le grade 4, c'est la gangrène. Et le grade 5, c'est la gangrène qui est massive. Donc déjà, lorsqu'on a une infection, on doit l'identifier et par la suite aussi la classifier. Ça va nous donner une classification pronostique. Et je vous montre ici la classification pronostique qui est d'utilisation pratique. C'est la classification UT de l'Université de Texas. Cette classification, elle a un intérêt pronostique pour l'amputation. Cette classification, elle englobe aussi bien la présence ou l'absence d'infection, la présence ou l'absence d'ischémie, et on a aussi la profondeur et l'extension de la lésion. Soit il n'y a pas de plaie, soit la plaie est superficielle, soit elle va s'étendre au niveau des tendons et les capsules exposées, ou bien elle va s'étendre au niveau de l'os et de l'articulation. Et vous voyez, lorsqu'on a une extension au niveau de l'os et de l'articulation et présence d'ischémie et d'infection, on a un pourcentage de 100% à peu près d'amputation, même si on veut essayer un traitement conservateur. Il y a aussi cette classification qui permet la décision thérapeutique et surtout qui va nous orienter sur le choix de l'antibiothérapie. Cette classification, elle nous permet de classer en fonction des arguments cliniques et paracliniques notre infection. Est-ce qu'il n'y a pas d'infection? Est-ce qu'on est face à une infection légère, modérée ou sévère? Donc, et toujours à l'examen clinique, on recherche aussi l'ostéite. On recherche l'infection et on recherche est-ce qu'il n'y a pas d'atteinte de l'os. Et avant de réaliser un examen radiologique, on a des éléments évocateurs à l'examen clinique. Surtout quand on a une plaie chronique. Malgré une prise en charge correcte, on doit suspecter une ostéite. Lorsqu'on a l'exposition osseuse à l'examen clinique, lorsqu'on a un aspect, comme vous le voyez sur la première photo, un aspect en saucisse. Cet aspect d'orteil, il est typique de l'ostéite. Lorsqu'on a une mobilité anormale de l'orteil, on doit suspecter une atteinte osseuse. Et lorsqu'on a aussi des lésions qui sont grandes, avec un diamètre supérieur à 20 et une profondeur supérieure à 3 mm, et on réalise à l'examen clinique, comme vous voyez par le stylet, ce qu'on appelle le contact osseux. On doit le rechercher à l'examen clinique pour voir est-ce que notre patient il a une ostéite, oui ou non, parce que ça va changer notre antibiothérapie et la durée de l'antibiothérapie qui sera plus longue dans l'ostéite. Je vous montre ici dans notre série, une série de l'hôpital qui inclut à peu près 500 patients, vous voyez les différentes portes d'entrée. On a le mal perforant plantaire qui représente 20 à 23%. On a l'intertrigo interorteil, alors que c'est simple de traiter un intertrigo interorteil. Si notre patient diabétique se présente et qu'on trouve un intertrigo interorteil, on doit le traiter, parce que par la suite, ça sera la source et la porte d'entrée d'un pied diabétique. Les brûlures, les traumatismes mineurs,
et combien de patients ont eu un petit traumatisme par loup qui par la suite a donné une fasciite nécrosante et a été exposé à une amputation. C'est pour ça que j'insiste sur la prévention. Les différents types de lésions d'infection, vous voyez, on retrouve en chef de file les dermohypodermites aigus, suivis par les ostéites, les ulcères, les abcès, les moignons d'amputation avec infection, les fasciites nécrosantes, les gangrènes et les arthrites. Bien que le diagnostic de l'infection il est clinique, on a parfois besoin de l'examen bactériologique. Donc l'examen bactériologique ne sont indiqués qu'en présence d'infections établies cliniquement. Et j'insiste sur le fait de réaliser les examens aussi profonds que possible parce que c'est là ce qui va nous permettre d'avoir un résultat concluant. Après réalisation d'un débridement et après nettoyage de l'ulcère, on réalise notre prélèvement qui est profond. La biopsie tissulaire est le gold standard, mais elle n'est pas réalisée en pratique parce qu'elle est chère, elle n'est pas de pratique courante. Et je vous montre ici les résultats de notre cohorte. Quand même, on a un pourcentage de 90% de germes qui sont sensibles, mais vous voyez quand même, il y a de plus en plus d'apparitions de germes résistants au niveau du pied diabétique. 10% de nos patients hospitalisés avaient des germes résistants et on a dû adapter l'antibiogramme après les résultats des prélèvements bactériologiques. Donc la prise en charge du pied diabétique, tout d'abord l'équilibre glycémique. Pour bien traiter un patient diabétique, il doit être équilibré et souvent on a eu recours à une insulinothérapie intensive à base d'un schéma basal-bolus. Le deuxième volet, c'est la décharge. Une plaie qui n'est pas mise en décharge est une plaie non traitée. On doit éviter l'appui du pied diabétique. Parfois, on a eu recours à hospitaliser des patients pendant de longues durées parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se permettre une décharge pour pouvoir éviter la récidive pour une bonne cicatrisation. Et comme vous voyez, malheureusement, la décharge, elle n'est pas respectée que dans 53% des cas et ça engendre un coût élevé. Les chaussures adaptées, ils sont chers. Et au niveau du CHU, on a essayé de développer un artisanat local. On a eu un artisan qui nous a confectionné des chaussures adaptées avec des prix qui sont abordables à la bourse de nos patients diabétiques. Voilà des exemples de chaussures artisanales. Donc après la décharge et l'insulinothérapie, il y a le débridement. Parce que... Oui. Si vous voulez rester dans la partie endocrino, parce que chacun prendra sa partie. D'accord. Il y a la rééducation fonctionnelle et l'orthopédie qui va partir. Moi, je parle de la diabète, etc. Parce que je suis toujours dans la partie endocrino. D'accord. Donc, les bactéries se développent sur la surface, donc on doit réaliser un débridement pour enlever ces bactéries et enlever cette partie nécrosée. On nettoie la plaie par du sérum physiologique. Les pansements, il y a plusieurs types de pansements. On choisit le type du pansement en fonction de l'aspect du plaie. Et je vous montre ici un ulcère artériel sans ostéite qu'on avait suivi au niveau du service, qu'on a nettoyé avec des pansements quotidiens à la vaseline. Vous voyez l'évolution entre J0 et J70. Au niveau du service d'endocrinologie, on utilise aussi la technique du plasma riche en plaquettes, la PRP, depuis 2017. Cette technique, elle permet l'évolution rapide et la cicatrisation rapide de certaines lésions. Je vous montre ici une plaie, une ulcération de 3 cm après traitement par 6 séances de PRP. Et depuis 2019, on utilise aussi au niveau du service d'endocrinologie le traitement par facteur de croissance, une injection x3 par semaine. Je vous montre l'exemple d'un seul patient. C'est un patient qui avait 3 ulcérations, 2 au niveau de la plante et 1 au niveau de la face latérale. Et je vous montre la cicatrisation complète après 8 injections. Pour ce traitement, on choisit quel type de patient chez qui on va l'utiliser. L'antibiothérapie, on a 2 types d'antibiothérapie. L'antibiothérapie empirique, c'est le choix est déterminé par la situation clinique, et l'antibiothérapie ciblée. On choisit notre décision de quelle antibiothérapie, elle est faite en fonction de plusieurs questions. Est-ce qu'on est face à une situation d'urgence, selon la sévérité et le contexte? Quel spectre on va couvrir, cette antibiothérapie? Et la voie d'administration, est-ce qu'elle sera parentérale ou orale en fonction de la sévérité et le contexte? Et la durée aussi en fonction du type d'infection. Et souvent, quand on est face à des lésions grade 3 ou grade 4, c'est un traitement probabiliste en urgence. Grade 2, on peut temporiser en attendant les résultats des prélèvements. Et généralement, quand on est face à un grade 1, il n'y a pas d'antibiothérapie. Donc, j'insiste sur ce point, ce n'est pas ce que l'on ajoute sur le plaie, ce qui est le plus important, mais c'est ce qu'on va enlever. Donc, la décharge, elle va nous permettre d'enlever la pression. La détertion, elle va nous permettre d'enlever les tissus dévitalisés. Et l'antibiothérapie, elle va nous permettre d'enlever les agents pathogènes.
Donc, et j'insiste aussi, après tous ces éléments, il y a l'état nutritionnel qu'on ne doit pas oublier. Nos patients, pour avoir une bonne cicatrisation, on doit éviter les carences protéinocaloriques, avoir un régime adapté, supplémenté en vitamines et en oligo-éléments. Et avant de terminer, j'insiste sur ne pas oublier la prévention et la prise en charge préventive du pied diabétique à risque. C'est pour cela qu'au niveau du service d'endocrinologie, on a établi une stratégie préventive pour éviter ces situations de consultation tardive. Je vous montre ce patient, s'il avait consulté tôt, il n'aurait pas arrivé au stade de nécrose et d'amputation. Donc on est là face à une nécrose bactérienne, toujours dans le cadre de la consultation tardive. C'est pour cela qu'au niveau du service d'endocrino de CASA, on a une unité d'éducation thérapeutique. On établit une journée de pied diabétique. C'est une journée qu'on fait chaque deuxième mercredi du mois au niveau de l'hôpital de jour et l'unité d'éducation thérapeutique, où on sensibilise les patients qui ont des pieds à risque. Voilà, je vous présente le programme de la journée pied diabétique. Au niveau de cette journée, les patients ils vont bénéficier d'un podoscope statique, d'un examen pour rechercher l'artériopathie et la neuropathie diabétique. Vous voyez, on réalise un examen au monofilament, la mesure de l'IPS et l'examen au diapason, et ils bénéficient de plusieurs séances d'éducation. Comme vous voyez ici, les patients durant la séance d'éducation du pied diabétique. Et voilà un ensemble de thèmes qu'on leur dit, des thèmes qui sont simples et qui vont éviter un coût élevé pour le pied diabétique, notamment l'examen journalier, le lavage, les soins. Si vous trouvez une lésion, voir votre médecin dans les 24 heures, l'utilisation de chaussures adaptées. On utilise plusieurs supports, la carte MAP, des trousses d'éducation et des ateliers éducatifs. Et à la fin, on évalue est-ce que nos patients ils ont assimilé. On leur fait une fiche d'évaluation simple à base de photos. Et bien sûr, on a évalué, on a remarqué qu'avant l'éducation thérapeutique et après l'éducation thérapeutique, on a vu qu'il y a une diminution importante des erreurs chez nos patients. Donc, pour conclure, l'amélioration de la prise en charge du pied diabétique, elle est possible malgré le manque de moyens. Cette stratégie a permis une réduction du nombre d'amputations, mais j'insiste sur le fait que la prise en charge du pied diabétique est une prise en charge multidisciplinaire au sein d'une unité de podologie diabétique qui va permettre des résultats ambitieux. Et je vous remercie. Merci. Bravo, tu nous as parlé. Tu peux parler d'endocrinologie. Je ne sais pas l'objectif du cours. Je vous donne la date. Donc, savoir pour la cicatrisation des lésions cutanées. Merci. S'il vous plaît, je peux avoir le pointeur? Donc, merci. Ravi encore une fois, je réitère mes remerciements de m'avoir convié à cette session. Alors, comme vous avez vu, tout le monde va parler à peu près de la même chose. Ça veut dire que tout le monde prend en charge le pied diabétique et que la prise en charge du pied diabétique doit absolument être complète, c'est-à-dire on prend en charge le malade et non pas le pied. Donc c'est le principe de la médecine en général. Mais je vais essayer dans mon topo de ne pas trop répéter ce qui a été dit, sauf pour insister sur certains points. Et je vais surtout essayer de passer des messages pratiques pour des médecins qui ne sont pas tous au CHU. Des choses qu'on peut faire, des messages, des conseils pratiques et une prise en charge adaptée, même si on n'est pas dans un CHU ou dans une unité de soins spécialisée. Donc le pied diabétique, comme vous l'avez vu, est une pathologie complexe avec des facteurs divers qui sont intriqués. On a parlé de la neuropathie, de l'insuffisance artérielle avec l'ischémie, des anomalies biomécaniques, la fréquence de la surinfection. Le résultat de tout ça va donner le mal perforant plantaire. Alors je rappelle qu'en dermatologie, les manifestations cutanées du diabète ne s'arrêtent pas au mal perforant plantaire. Il y a une panoplie de manifestations cutanées du diabète. Mais aujourd'hui, on ne parle que du mal perforant plantaire. Donc notre collègue a déjà parlé du coût direct, indirect, etc. Effectivement, le coût est énorme pour la sécurité sociale, pour la santé publique, pour le malade, pour sa famille, au vu des amputations et de toutes les complications. J'insiste sur une chose, on a parlé de la neuropathie, de l'artériopathie. Il faut dire que le mal perforant plantaire a un début neuropathique et non pas le contraire par rapport à d'autres mal perforants plantaires, par exemple de la syphilis ou d'autres maladies. Parce que le mal perforant plantaire peut se voir aussi dans d'autres pathologies, on va le voir.
Donc, je ne répète plus, elle a parlé des taux, donc je vais passer ça rapidement. Par contre, je reviens sur une étude que Dr Brali a citée, mais il a cité une étude de 1998, ce qu'on appelle l'étude Texas. Dans le même sens, dans cette étude aussi, publiée en 2012, et c'est toujours valable jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que la cicatrisation dépend de l'ischémie, de l'infection ou de la présence des deux. Et effectivement, plus on a d'ischémie, plus on a d'infection associée, plus le taux de décès est important et plus le taux d'imputation est important, aussi bien majeur que mineur. Donc, c'est dans le même sens que ce qui a été présenté tout à l'heure, donc je passe ça rapidement. Alors, le mal perforant plantaire en dermatologie fait partie de ce qu'on appelle les acropathies ulcéromutilantes, c'est-à-dire une entité anatomo-clinique associant systématiquement la polyneuropathie, l'ulcération tégumentaire et éventuellement une destruction ostéo-articulaire. Donc, une étude qui a été refaite par la suite et on a trouvé exactement à peu près les mêmes résultats. Donc, sur les 20 cas de mal perforant plantaire, 35% étaient d'origine diabétique, mais il faut juste pour vous dire qu'il n'y a pas que le diabète qui peut être l'étiologie du mal perforant plantaire, mais il peut s'agir... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Voilà. Donc, 35% d'origine diabétique, mais on peut avoir l'hernie discale comme origine du mal perforant plantaire, les dysraphies spinales, les traumatismes avec malformation spinale, les polynévrites éthyliques, 6%, le tabès, c'est la syphilis tertiaire, 5%, et sans étiologie connue, 28%. Donc, juste pour dire que tous les maux perforants plantaires ne sont pas d'origine diabétique. Donc, je vais aller très vite. Le facteur initial étant la neuropathie. Le cofacteur majeur, c'est l'artériopathie. Le facteur aggravant est l'infection. Et les facteurs déclenchants, ce sont les hyperpressions mécaniques dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, je vais passer très, très rapidement. Les troubles de sensibilité sont le principal problème. Puis, comme elle a dit, professeur... notre ami endocrinologue, c'est le début des problèmes puisque le malade ne sent rien et que c'est là où il va faire des lésions qui passeraient inaperçues au départ. Et à terme, on peut avoir même des troubles moteurs et même des déformations du pied, ce qu'on appelle les pieds en chaise à bascule ou en tampon buvard, avec la création de zones d'appui pathologiques. Il y a aussi les troubles végétatifs, il faut en parler, comme l'hypersudation. Donc l'hypersudation est un facteur aggravant, est un facteur qui peut aussi faire aboutir plus rapidement à un mal perforant plantaire. Donc dans l'artériopathie, on a la macro et la microangiopathie, donc une hypoperfusion avec l'ischémie tissulaire, vous l'imaginez bien. Les infections, les germes les plus fréquemment retrouvés au niveau de la peau, on en a déjà parlé il y a un instant, mais j'insiste sur le Staphylococcus aureus, l'épidermidis, les anaérobies et les BGN, et les bacilles gram négatifs. Pourquoi? Parce que dans le choix de l'antibiothérapie, il faut prendre ça en considération. Alors, les zones d'appui, il faut toujours faire attention aux malpositions des pieds, surtout quand il y a un pied pathologique. Et en fonction des déformations, le mal perforant plantaire va se situer dans des zones de prédilection. Donc, il faut faire attention aussi quand il y a des microtraumatismes répétés avec des chaussures serrées, des corps étrangers, les soins de pédicure mal adaptés ou mal réalisés. Et quand on a des pieds déformés, équins, calcaneus, varus, valgus, adductus, abductus, creux ou plats, il y aura systématiquement des zones d'appui qui seront le siège qui pourraient faire le lit ou le siège de mal perforant plantaire. Donc voilà un petit schéma récapitulatif. Et pour la dermatologie, j'insiste essentiellement sur le point de départ du mal perforant plantaire. C'est toujours ce qu'on appelle des corps ou des durions, qui, souvent négligés au début, c'est le point de départ du mal perforant plantaire. C'est là où il faut agir le plus rapidement possible. On peut avoir aussi des fissures ou des hyperkératoses, puis après il y aura une vésicule qui peut passer inaperçue, fissuration, infection, cratère et donc le mal perforant plantaire. Donc j'insiste sur les callosités, voilà le point de départ. Donc c'est là où il faut agir très vite. Il faut traiter chez les diabétiques énergiquement
tout ce qui est petit durion, corps, hyperkératose, ou encore cette hyperkératose-là qui peut donner des fissures, donc des portes d'entrée, et à partir de là, avoir les ulcérations qu'on vient de décrire. Et il s'agit d'un durion percé par un trou, tout simplement. Et bien sûr, plus le diamètre et plus la profondeur sont importantes, plus le risque d'infection, d'ostéite et de retard de cicatrisation est important. Alors les sièges, bien entendu, ça dépend du type de pied, comme déjà cité, mais il y a des sièges de prédilection, première, deuxième, cinquième tête métatarsienne, la pulpe du premier orteil, et des fois carrément ailleurs, vers le talon par exemple, ou le bord externe. Un examen très simple, c'est l'extension en profondeur, on peut l'apprécier à l'aide d'un stylet, ça a été déjà dit, pour chercher le contact osseux ou pas. La pression a été déjà traitée, je n'insiste pas. Quand on examine un pied diabétique, et elle a tout à fait raison, il faut obligatoirement chercher les mycoses et essentiellement l'intertrigo-interorteil mycosique. Alors chez nous, les champignons les plus fréquents sont le Trichophyton rubrum au niveau du pied ou le Trichophyton mentagrophytes. N'hésitez pas, si vous avez un orteil ou un ongle plutôt touché par une onychomycose, de faire un prélèvement pour traiter correctement l'onychomycose et l'intertrigo-interorteil mycosique fait le lit de toutes les complications du pied diabétique. 85% des complications viennent de là. Donc je répète pour insister. Donc voilà quelques types. Donc on peut avoir des dépôts blanchâtres, on peut avoir des fissures, ce qu'on appelle nous des ragades, c'est-à-dire comme des ponts fibreux. Ça peut toucher comme ici tous les interespaces, les interorteils. Ici c'est une extension avec cette plaque circinée du dos du pied. Donc si on ne traite pas ça, bonjour les complications. Les onychomycoses, donc dès que vous avez une déformation, un changement d'aspect de la tablette, de la couleur ou n'importe quelle modification de l'ongle, faites un examen mycologique direct et culture pour traiter correctement l'onychomycose. Il faut savoir aussi que l'intertrigo peut être aussi bactérien, comme chez ce patient. Donc il n'y a pas que les champignons, il y a aussi les bactéries qui peuvent donner ça. Et donc si on n'a pas de bons résultats en traitant une mycose, il faut revoir son diagnostic et peut-être aller vers un traitement antibiotique. Alors la définition de l'IPD, donc, elle en a déjà parlé, donc il y a une classification P10, c'est pour les grades qui peuvent aller de la simple infection, colonisation, comme elle a dit, jusqu'au sepsis, donc je passe rapidement, ça a été déjà dit. Et il faut aussi faire la différence pour la prise en charge de la cicatrisation entre un pied diabétique neuropathique, c'est-à-dire le début, et un pied diabétique artériopathique. Le premier étant chaud, hyperpulsatile, avec des paresthésies, une diminution des réflexes et troubles trophiques. Et le pied artériopathique devient froid, pâle. On peut avoir une claudication intermittente, des diminutions des pouls, des troubles trophiques. L'ulcère est douloureux et au stade ultime, on a la nécrose que vous connaissez avec la perte de substance qui est de plus en plus importante. Et c'est très important de traiter à ce stade-là, donc au début, pour ne pas arriver au stade final de la nécrose et de l'ostéite. Je ne parlerai pas de la paraclinique, ça a été déjà détaillé pour l'exploration vasculaire tout à l'heure, et on a parlé de l'écouvillonnage et des prélèvements des tissus et des sécrétions pour éventuellement adapter l'antibiothérapie. Donc je passe très rapidement sur ça. Le bilan dégénératif du diabète, j'insiste, parce que là on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de la rétinopathie diabétique par exemple. Il n'y a pas d'ophtalmo parmi nous, mais il ne faut pas l'oublier dans le bilan dégénératif. Alors la classification de Wagner a été détaillée. La P10, j'en ai parlé, il y en a d'autres. Aucune n'est reconnue de façon universelle, donc chaque école utilise celle qui la convienne, mais la P10 est la plus souvent utilisée. Et j'arrive au diagnostic différentiel en dermatologie parce que, comme j'ai dit, le mal perforant plantaire peut relever d'autres étiologies. Ça peut être des ulcérations tumorales, alors s'il vous plaît, attention au mélanome et au carcinome épidermoïde ulcéré. Les durions plantaires au stade de début. Les myrmécies, alors la myrmécie, ce sont les verrues plantaires à papillomavirus. On appelle ça une myrmécie. Des nécroses ischémiques, les escarres, les mycoses profondes, les pyodermites. Ou encore des mal perforants non diabétiques, lors de neuropathie acquise, éthylique, syringomyélie, spina bifida et tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, ou encore des neuropathies héréditaires. Donc voilà quelques exemples. Vous voyez un spina bifida, regardez, ça
on peut prendre ça pour un mal perforant plantaire. Ici, c'est une maladie de Thévenard, une maladie neurologique héréditaire. Et ici, c'est la maladie de Tabès. Donc, c'est la syphilis tertiaire avec l'anesthésie en gants et en chaussettes. Donc, s'il vous plaît, faites un examen neurologique de la sensibilité systématiquement au niveau des pieds. Donc, j'arrive au vif du sujet pour ne traiter que la partie qui me concerne, c'est-à-dire la cicatrisation cutanée du pied diabétique. Alors, le but, c'est quoi? C'est de cicatriser dans les meilleurs délais. Vous savez que la meilleure prévention des infections, c'est la cicatrisation la plus brève. Plus on cicatrise vite, moins on a d'infections. Éviter les complications que vous connaissez, prendre en charge tous les facteurs de risque et éduquer le patient, sinon ça ne sert à rien, tout ce qu'on fait. Alors, le traitement systématique, je ne vais pas détailler la mise en décharge, ça va être traité tout à l'heure. Le traitement conservateur, c'est ce qui nous intéresse avec les traitements adjuvants. L'amputation est aussi l'affaire des traumatologues. Et bien entendu, le traitement étiologique, c'est l'affaire des endocrinologues. Donc, je ne vais pas parler de ça. Mise en décharge, je passe, on va en parler tout à l'heure. Tout ce que je peux dire, c'est que tout mal perforant plantaire non mis en décharge peut être considéré comme non traité, quel que soit le protocole que vous préconisez. Donc, je résume en disant ça. Alors, les soins locaux, il faut les faire dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, avec les moins d'effets secondaires possibles. C'est quoi les effets secondaires qu'on craint? Ce sont les allergies, avec tous les antiseptiques qu'on utilise à répétition, le coût le plus faible possible et avec le retentissement le plus faible sur la qualité de vie, c'est-à-dire la douleur et la fréquence des soins. Plus on induit une douleur, plus on altère la qualité de vie, donc on n'est pas très bon. Et bien entendu, il faut que le résultat soit durable. Mais avant de faire les soins, il est très important de connaître les facteurs influençant la cicatrisation. Et si vous ne prenez pas ces facteurs en considération, quoi que vous fassiez, vous allez avoir un retard ou une mauvaise cicatrisation. Alors, ces facteurs sont de 3 niveaux, les facteurs liés à la plaie, les facteurs relatifs au patient, le terrain, et les facteurs relatifs aux soins, la qualité de la prise en charge, des pansements et des soins. Donc, rapidement, pour la plaie, on va prendre en considération l'étendue et la profondeur, sa localisation, parce qu'il y a des tissus plus mal vascularisés que d'autres, comme la région où il y a des tendons et des fascias. L'environnement de la plaie, les tissus nécrotiques doivent être enlevés. S'il y a un œdème important, il va altérer la qualité de la prolifération tissulaire. S'il y a une croûte, il faut aussi l'enlever pour améliorer la cicatrisation. L'hydratation de la plaie, alors il faut savoir que la cicatrisation ne se fait qu'en milieu humide. Si la plaie est sèche, il n'y aura pas de cicatrisation. Donc on va faire une cicatrisation en milieu humide. Bien sûr, la vascularisation de la plaie et le degré de contamination. Sur le terrain, on va prendre en considération l'âge, bien entendu. Les personnes âgées vont cicatriser plus lentement et plus difficilement. Le diabète, bien entendu, le tabac, l'insuffisance veineuse et tous les autres. Les déficits nutritionnels, on en a déjà parlé, donc je passe très rapidement, mais il faut insister sur l'apport protéique. Quand on a une hypoprotéinémie, on leur donne un régime hyperprotéique pour nous aider à cicatriser. Et n'oubliez pas le fer, les anémies est un facteur ou sont un facteur de mauvaise cicatrisation. Donc il faut le savoir. On corrige une anémie pour induire une bonne cicatrisation et bien entendu, tout le reste est important, donc une alimentation équilibrée. Le stress, alors il est prouvé aujourd'hui que le stress est un cofacteur susceptible d'entraver la bonne cicatrisation. C'est prouvé scientifiquement. Pourquoi? Parce qu'il va stimuler le système sympathique avec libération de substances vasoconstrictives, donc qui vont encore retarder le processus de cicatrisation. Alors, les facteurs psychosociaux, la douleur, l'anxiété, la dépression, l'isolement social, plusieurs études ont prouvé leur impact sur le retard de cicatrisation. Donc, s'il vous plaît, accompagnez vos malades ou confiez-les carrément pour une prise en charge psychiatrique ou psychanalytique, si besoin, parce que ça va certainement les aider. Et l'hypothèse scientifique, c'est la libération des cytokines inflammatoires en cas de facteurs psychosociaux ou anxiogènes. Alors les soins, il faut faire attention à l'iatrogénie. Alors comment on va utiliser des produits antiseptiques, des pansements, des antibiotiques, etc. Il va y avoir de l'iatrogénie, il faut absolument limiter les dégâts, comme par exemple éviter les allergènes et utiliser des antiseptiques sur vraiment des plaies infectées,
suintante, mais jamais sur des plaies propres. Une plaie propre, on la lave, on ne désinfecte point. Très important pour limiter la sensibilisation à ces produits-là. Donc les allergies peuvent se voir avec les antiseptiques, avec les dermocorticoïdes et avec le baume de Pérou. Le baume de Pérou est une substance très allergisante qui est contenue dans des crèmes hydratantes parce que souvent on va donner des émollients autour de la plaie pour les tissus périlésionnels, pour améliorer un petit peu la qualité de la plaie. Donc faites attention à ce que vous choisissez. Les anesthésiques locaux sont aussi accusés d'être des facteurs de mauvaise cicatrisation. Le problème, c'est comment gérer la douleur pendant le soin. En général, sur le plan pratique, on va leur donner du paracétamol 1 heure avant le soin. Éventuellement, mettre une crème anesthésiante type Emla pour soulager un peu le patient et nous laisser faire les soins correctement. Donc les soins locaux, on en a rapidement parlé tout à l'heure, je vais insister sur le nettoyage au sérum physiologique ou à l'eau et au savon, pas autre chose. La détertion chirurgicale, donc c'est le curetage de toute la plaie, tous les tissus nécrotiques et de la fibrine. On peut aussi faire une détertion autolytique par les pansements, c'est ce qu'on appelle la détertion chimique, ou encore par une catalase, c'est une enzyme élase qui n'existe pas au Maroc, mais qu'on peut mettre sur la plaie et elle va nettoyer. Donc ça fait partie aussi des process. La place des antibiotiques, très important, on ne traite par antibiothérapie générale que quand on a une infection prouvée. Stop. Et il n'y a aucune place à l'antibiotique local. Soit on a besoin d'un antibiotique, c'est l'antibiotique par voie générale, sinon ce n'est pas la peine de donner des crèmes à base d'acide fusidique, etc., ou de mibupurocine. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est très important pour les antiseptiques et les antibiotiques. Prévenir les allergies, c'est choisir des produits les plus neutres possibles et ne pas trop mélanger les produits. Comme ça, même si on a une allergie, on a un produit de rechange. Voilà les substances les plus allergisantes. Tous les produits qui contiennent des odeurs, de bonnes odeurs, c'est les fragrances mixtes, le baume de Pérou, la lanoline, les parabènes et d'autres. Donc je vous laisse. Et donc vous pouvez prendre cette plaque. Il y a les spécialités qui contiennent ces molécules-là et donc il ne faut pas les utiliser de manière très prolongée pour ne pas induire. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils peuvent induire une sensibilisation, c'est-à-dire des allergies, des eczémas de contact à terme qui vont compliquer la prise en charge. Alors, on peut aussi utiliser des crèmes cicatrisantes. Ce sont les cosmétiques de la cicatrisation dans les plaies débutantes. Alors, il y a plusieurs principes actifs qu'on peut utiliser, comme la vitamine A, le rétinol, l'oxyde de zinc, la lantoïne. Je vous ai cité quelques exemples que vous pouvez prendre. Je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Ce sont juste des exemples et ce n'est pas exhaustif. Alors, d'autres crèmes à base d'acide hyaluronique, de très bons résultats. Le calendula est connu aussi avec l'aloe vera pour ses vertus cicatrisantes. Donc, dans les petites lésions débutantes, ces crèmes cicatrisantes peuvent être très intéressantes. Et après, quand on a de vrais malperforants plantaires, là, il faut aller vers les pansements. Et un bon pansement doit être occlusif pour être imperméable, épais, déformable, solide et adhérent de manière prolongé et adapté à la taille et à la forme de la plaie. Et aujourd'hui, donc voilà, il faut qu'il fasse une sorte de coussinet pour amortir les chocs au niveau du pied. Aujourd'hui, vous trouvez toutes les formes sur le marché. On a plusieurs exemples. Je répète, je n'ai aucun conflit d'intérêt, mais je vous cite quelques exemples de crèmes ou de pansements qui existent. Par contre, ce qui est très important, c'est le choix du pansement. Dr Khali, tout à l'heure, est passé rapidement sur ça. Donc, quand on a une plaie et quand on n'a pas le choix, on peut utiliser un hydrocolloïde sur quelle que soit la phase de cicatrisation, c'est les moins chers. Si on a le choix et si on est en phase de nécrose, on va utiliser un hydrogel, mais malheureusement ils existent au Maroc aujourd'hui, mais ils sont très chers. Quand on a un exsudat, on va plutôt préférer les alginates et les hydrofibres pour absorber l'exsudat et les mauvaises odeurs. Quand on a, par exemple, on a fait une détertion et on est en phase de bourgeonnement, on va choisir les hydrocellulaires. Donc, hydrocolloïdes, hydrocellulaires, alginates, hydrogel, ce sont les classes qui existent aujourd'hui des pansements et on va choisir spécifiquement le type de pansement en fonction de la plaie, son exsudat, sèche, humide, infectée, malodorante, etc. C'est ça le message à retenir
et c'est très important. Quelques exemples, si vous voulez. Alors, ce qui est en rouge existe au Maroc, les autres n'existent pas. Malheureusement, ça coûte encore très très cher chez nous, donc ce n'est pas à la portée de tous. Et même à l'hôpital, nous n'avons pas tout. Les hydrocellulaires, très intéressants. Les alginates, bon, on a quelques-uns. J'ai mis point de suspension parce qu'il y en a d'autres, hein, je n'ai pas tout cité. Et les hydrogels, comme le duoderme qui existe au Maroc par exemple, ou l'hydrogel de chez Urgo. Très très intéressant. Pourquoi? Parce que ce sont des pansements qu'on peut garder quand la plaie est propre 48 à 72 heures. Donc ça diminue la fréquence du soin, la douleur, et donc c'est un grand confort pour le patient. Alors, si la plaie est malodorante, on va utiliser les alginates ou encore tout ce qui est à base de charbon. Donc tout ce que là je vous ai dit. Alors quand on a un bourgeonnement excessif, une épithélialisation exagérée, jamais vous n'aurez une épithélialisation, jamais vous n'aurez une fermeture complète. Donc il faut pallier à ça, soit avec un crayon nitrate d'argent sur le bourgeon qui dépasse, soit par des dermocorticoïdes pour aplanir le bourgeon et permettre la fermeture de l'épithélium superficiel. Donc ce sont des astuces pratiques qu'on donne pour un petit peu améliorer tout ça. La fréquence des pansements dépend du caractère de la plaie, donc on peut aller jusqu'à 3 jours pour les pansements modernes. L'antibiothérapie, j'en ai parlé, je passe. On va privilégier l'amoxicilline protégée pour couvrir les streptos et les staphylocoques essentiellement, mais si on a d'autres germes, on peut changer en fonction de l'écouvillonnage. L'ostéite, bien sûr, c'est l'hospitalisation et la décharge, on va en parler tout à l'heure. Les antifongiques, systématiquement, quand vous avez un intertrigo interorteil, 2 à 3 semaines de traitement local, ou plusieurs mois quand on a une onychomycose, bien entendu. Les perspectives d'avenir, on fait déjà les facteurs de croissance dans certains centres. On a le Dermagraft pour les substituts cutanés, on ne l'a pas encore au Maroc. Et puis actuellement, on utilise aussi le plasma frais congelé et les cellules souches. Et nous avons à Vicenne créé nous allons être un centre référent national en matière de cellules souches et cicatrisation, c'est en train de se faire. Donc l'amputation, je passe. La prise en charge globale, vous la connaissez. J'ai même cité l'oxygénothérapie hyperbare, ça va être détaillé. Et n'oublions pas le traitement préventif, éducation, information, surveillance, lutter contre les facteurs de risque. Et les gestes à bannir, ça, il faut répéter régulièrement aux malades. Ne pas marcher pieds nus, ne pas utiliser des instruments tranchants, des bains de pieds prolongés, ce n'est pas bon parce que ça fragilise la peau. Couper les ongles à vif est à bannir, donc il faut faire très attention en coupant ses ongles. Mais il faut toujours dire à vos patients de faire un auto-examen quotidien à l'aide d'un miroir, parce que souvent les personnes âgées sont un peu enraidies, elles ne peuvent pas, elles ne sont pas suffisamment souples, mais un examen face à un miroir, on met un miroir et on met son pied comme ça. Dans l'éducation, quand on fait les séances d'éducation, on leur montre comment regarder leurs pieds, c'est très très important, et conseiller les semelles orthopédiques. Donc voilà ce que j'avais à dire un petit peu pour la cicatrisation dans son vrai volet cutané et dermatologique. Donc prise en charge complexe, coûteuse comme vous le voyez, et on a absolument besoin d'être tous ensemble pour bien la prendre en charge. Et j'aime bien cette phrase qui dit « Treat the whole patient and not the whole in the patient ». On répète, traiter le malade dans son ensemble et non pas uniquement la plaie chez le malade. Et je vous remercie. Merci professeur Ismaili pour cette présentation claire et nette. On passe au professeur Passini. Tenez. Vous avez des questions? C'est aux questions de Madame Ismaili. Si vous voulez, oui, bien sûr. Oui. خلينا بدي لاباج بحال مسدوده فين نديرها Absolument, c'était un travail. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était écrit pour aller vite. Je n'ai pas tout cité. actualisé. مشات الكونيكسيون ياك
Et on préconisait sur les trois, comme des partager légèrement السلام. colonisés. Mais j'ai téléphoné partagé. Pour la colonisation, c'est une colonisation ça. ما تيشارجيش ما درتيهاش ما تفوت لا هذا الشيء اللي قلنا نخليها شي يجيب كونيكسيون. Malheureusement, il faut aussi chimique, parce qu'il ne faut pas utiliser le sucre, il faut utiliser le miel. Le miel est pourtant aujourd'hui 500 dans le kilo, il est aussi cher que les poissons de la vie. Non, il n'y a pas de différence. Le miel, du coup, ça sera un peu miel pur. Je ne dirais pas le sucre, ça n'est pas la miel synthétique. Autre question? Non. Professeur Bassini. Merci. Donc, tout d'abord, je remercie l'équipe d'organisation et le comité d'organisation de l'association pour nous faire part de ce débat concernant la prise en charge des pieds diabétiques. Et nous allons présenter notre point de vue en tant que chirurgien orthopédiste vis-à-vis à ces lésions qui constituent toujours un problème de santé publique. Tout d'abord parce que les complications sont assez fréquentes et graves. Allant des infections qui peuvent être superficielles profondes jusqu'à la destruction de la charpente osteo-articulaire. Ajoutez à cela la neuropathie et l'artériopathie, qui sont deux mécanismes physiopathologiques qui expliquent cette escalade de lésions. Donc, certes, vous allez voir que nous allons répéter des choses. Tout d'abord, ça témoigne que la prise en charge était toujours et devrait être toujours une prise en charge multidisciplinaire, incluant toutes les spécialités transversales intervenant dans la prise en charge de ces lésions. Mais la chirurgie joue un rôle qui est prépondérant, tout d'abord pour prévenir et contrôler la diffusion de l'infection, en essayant également de reconstruire les lésions tissulaires et la charpente osteo-articulaire dans le but de sauver le membre et malheureusement, quand c'est nécessaire, la réalisation de l'amputation. Pour cela, nous avons une multitude de techniques chirurgicales que nous allons développer par la suite. Je ne vais pas m'attarder sur les statistiques et comme ça a été dit, une amputation, ça se fait dans le monde chaque 20 secondes. Selon les registres français, les lésions des pieds diabétiques coûtent 730 € par mois en ambulatoire et peut aller jusqu'à 2660 € si le patient est hospitalisé. Alors qu'au Maroc, nous n'avons pas des statistiques précises par absence d'une unité de soins spécialisée dans la prise en charge de ces lésions. Comme vous le savez, sur le plan anatomique, le pied est divisé en trois parties. Une partie qu'on appelle l'arrière-pied, puis le milieu-pied et enfin l'avant-pied. Toutes ces parties sont articulées par l'articulation de l'isfranc, par exemple au niveau des os de la milieu-pied. Des articulations ou une articulation de l'isfranc, c'est l'articulation entre les os de milieu-pied avec l'avant-pied. Ce sont des niveaux d'amputation qu'on va voir par la suite. Sur le plan de la musculature du pied, il existe trois groupes musculaires principaux, les muscles extenseurs du pied ainsi que les muscles fléchisseurs qui tapissent la plante du pied. Et entre les deux régions dorsales et plantaires, il y a les muscles interosseux et lombricaux. Donc ces trois groupes musculaires vont travailler en équilibre pour donner la morphologie normale du pied et lui assurant ainsi sa fonction. Donc vous imaginez toute affection d'un de ces trois groupes musculaires entraînera l'apparition des déformations au niveau du pied. Concernant les contraintes supportées par le pied, comme vous le savez, le pied c'est le segment terminal des membres inférieurs. Donc ce sont des contraintes qui se répartissent en trois parties, en trois directions. Des contraintes antéro-internes qui emportent la première colonne, des contraintes antéro-externes allant vers le cinquième orteil et enfin des contraintes postérieures qui représentent 50% des charges soumises par le pied et qui vont aller vers la tubérosité postérieure du calcanéum. Donc on aura trois points d'appui principaux, des points d'appui qui seront placés en regard de la tête du premier méta, en regard de la tête du cinquième méta et en regard de la tubérosité postérieure du calcanéum. Cela donne ce qu'on appelle des arches, une arche interne, arche externe et des arches transversaux. Donc ce sont les points d'appui. Lorsque, par exemple, on a une déformation du pied, on a, par exemple, des charges excessives exercées sur le pied, on aura l'apparition des ondes d'hyperpression qui vont
expliquer l'apparition de ces lésions chez les patients diabétiques. Donc, pour avoir une morphologie normale, tout d'abord, on aura la nécessité de l'intégrité du squelette osseux, une musculature qui travaille en équilibre et également une répartition optimale des forces. Comme ça a été dit, la physiopathologie est expliquée par ces deux mécanismes qui sont souvent intriqués, la neuropathie et l'artériopathie. L'infection ne fait pas partie du mécanisme physiopathologique, mais lorsqu'il existe, surtout en cas de plaie, il va aggraver le pronostic et peut être un facteur déterminant d'amputation. La neuropathie sensitive peut être exprimée cliniquement par une insensibilité au traumatisme, par exemple, à l'eau trop chaude, des chaussures trop petites, ce qui explique les lésions qui passent souvent inaperçues et qui vont évoluer d'une manière asymptomatique. On voit ici des exemples des ulcères du pied chez des patients avec une marche prolongée, avec un chaussage qui était inadapté. À côté de la neuropathie sensitive, on a la neuropathie motrice qui touche souvent la musculature intrinsèque du pied et ce qui va entraîner un déséquilibre entre les extenseurs et les fléchisseurs du pied, ce qui explique l'apparition des déformations. Des déformations du pied qui seront soumises à des pressions excessives, c'est-à-dire des ondes d'hyperpression, ce qui explique l'apparition des lésions chez des patients diabétiques. Et ces ondes d'hyperpression ou ces lésions, elles surviennent souvent en regard de la tête des métatarses, en regard de la face dorsale des articulations interphalangiennes et également en regard de la face plantaire ou de la pulpe des orteils. Et on voit des exemples de lésions au niveau des ondes d'hyperpression. On a cette lésion qui siège en regard de la face dorsale de l'articulation interphalangienne et également cette lésion qui siège en regard de la tête du premier méta. À côté de la neuropathie sensitive et motrice, on a une autre neuropathie, c'est la neuropathie végétative qui est due à une réduction de la sudation et hyperkératose, ce qui explique l'apparition rapide de crevasses et de fissurations chez les patients diabétiques. On voit, comme a été clairement exposé par le professeur Ismaili, les malperforants plantaires, ce sont des lésions qui sont caractéristiques, ce sont des lésions à l'emporte-pièce avec une zone d'hyperkératose. Et également, à cause de cette neuropathie motrice, on peut y avoir cette déformation caractéristique qui peut être grave. C'est ce qu'on appelle le pied de Charcot. C'est une déformation qui peut conduire à une instabilité ostéo-articulaire et qui peut être un facteur déterminant de l'amputation. Également, à cause de cette neuropathie, on peut y avoir un affaissement du milieu-pied avec une proéminence de la plante du pied, ce qui était défini par le pied empiolé et qui peut expliquer l'apparition également des lésions chez les patients diabétiques. Donc le deuxième mécanisme physiopathologique, c'est l'artériopathie qui peut toucher les gros vaisseaux et les petits vaisseaux, ce qui explique l'apparition des lésions ischémiques et également explique la difficulté de la cicatrisation des plaies vu la difficulté de l'arrivée des éléments nutritifs vers le site là où il y a les lésions cutanées. On voit également des exemples de lésions ischémiques qui se différencient par rapport au malperforant plantaire par l'absence de cette zone d'hyperkératose autour de la lésion. Le troisième élément de ce trio infernal, c'est l'infection. Ces infections peuvent être superficielles, par exemple à type de dermo-hypodermite. Également, il peut être profonde et toucher la charpente ostéo-articulaire et allant jusqu'à l'os. On peut avoir des ostéites ou des ostéo-arthrites qu'on peut mettre en évidence par cet élément qui fait partie de l'examen clinique, qui est la manœuvre de stylet. On cherche cette notion de contact osseux. Donc on arrive à notre prise en charge en tant qu'orthopédiste. Donc on peut proposer une chirurgie dite conservatrice, c'est-à-dire qu'on va essayer de sauver le membre, qu'on va essayer de traiter les lésions. Et pour cela, on a une multitude de techniques. Par exemple, en cas de lésion, en cas de collection, on peut proposer des incisions de décharge. On va essayer de vider cette collection purulente et
également de réaliser un parage. C'est un parage chirurgical, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éliminer tous les tissus nécrotiques, tous les tissus qui sont infectés, souillés, et transformer cette plaie en une plaie qui est propre. Des incisions, des décharges, une parage chirurgicale, oui, mais il doit être accompagné d'un prélèvement bactériologique dans le but d'identifier le germe et d'adapter l'antibiothérapie. Et surtout, on insiste en tant que chirurgien au parage chirurgical, c'est-à-dire la mise en place d'un drain aspiratif qui permet une évolution spectaculaire par la suite. En face de ces lésions qui sont souvent infectées, il y a le problème de cicatrisation de couverture cutanée. On peut proposer par exemple une cicatrisation dirigée, une greffe par exemple cutanée. Là, on a un exemple d'un patient qui souffrait d'une lésion de la face dorsale du pied. On a réalisé un parage et la mise en place par la suite d'une greffe de peau mince avec une évolution satisfaisante par la suite. Également, un autre exemple où un patient présentait une perte de substance avec une lésion infectée au niveau de la face dorsale avec mise à nu du tendon d'Achille, c'est une lésion qui reste grave, avec exposition de l'os sous le tendon d'Achille. Donc, on a géré par une parage chirurgicale, également des pansements qui étaient répétitifs, avec mise en place par la suite d'une greffe cutanée avec une évolution satisfaisante par la suite. Également, en cas de présence de nécrose, on peut réaliser une nécrosectomie avec un parage chirurgical et proposer des procédés de couverture cutanée. En face de la gestion des lésions des parties molles, on peut proposer également la gestion des lésions de la charpente ostéo-articulaire, et pour cela, on peut proposer par exemple une ostéotomie dite de réaxation, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aligner les axes du pied, de corriger les différentes déformations osseuses dans le but de quoi? Dans le but d'éviter ces zones d'hyperpression qui sont à l'origine de l'apparition des lésions cutanées. Également, en cas d'ostéite, il faut toujours réaliser des biopsies osseuses qui doivent être généreuses, réaliser une antibiothérapie qui est souvent de longue durée avec mise en décharge du membre jusqu'à la cicatrisation par la suite. Malheureusement, souvent les patients consultent à un stade tardif où la chirurgie conservatrice n'a plus de place et on passe à la chirurgie. À ce moment, la chirurgie radicale, c'est l'amputation. Mais le choix de l'amputation doit être bien réfléchi avant sa réalisation, c'est-à-dire qu'on doit penser toujours au potentiel de cicatrisation. Il faut toujours penser à préserver l'autonomie du patient. Donc pour cela, il faut toujours essayer de réaliser une amputation le plus distale possible pour préserver la fonction du membre. On voit ici des exemples d'amputation, et des amputations avec une infection du moignon par la suite, ou à l'image qui est à droite, une nécrose du moignon. Pourquoi? Parce qu'on s'est précipité à réaliser l'amputation sans réaliser une cartographie vasculaire. Alors, le message sur lequel je veux insister, c'est que jamais de faire une amputation, une désarticulation, sans réaliser une cartographie vasculaire qui va nous permettre tout d'abord de préciser le niveau d'amputation et d'éviter les récidives et les complications par la suite. Donc, toujours faire une cartographie vasculaire dans le but de préciser le niveau d'amputation et également de proposer un geste de sauvetage et de revascularisation du membre. L'amputation a des niveaux qui sont bien définis anatomiquement pour permettre un appareillage correct, pour permettre un chaussage correct. Donc, on peut réaliser par exemple une amputation transmétatarsien, une amputation au niveau de l'articulation de Chopard, de Lisfranc. Donc, il y a plusieurs niveaux de réaliser l'amputation. Donc, on voit ici des lésions de gangrène où la chirurgie conservatrice n'a plus de place, où l'amputation, c'est la solution. Cette amputation peut être mineure, c'est-à-dire distale, et amputation, oui, quand il est indiqué, mais il ne doit pas être faite d'une manière c'est-à-dire ne pas le faire d'une manière erronée. C'est-à-dire, on voit ici sur l'image à droite une amputation qui ne respecte pas la biomécanique du pied, et on a parlé que les ondes d'appui, normalement,
siège en regard de premier méta, cinquième méta, alors ça sert à rien de préserver les deux derniers ou les troisième et quatrième orteils en sachant que l'appui se fait en regard du premier et du cinquième méta et de rendre le pied qui est inchaussable. L'amputation également peut être radicale et toujours, il faut penser au potentiel de cicatrisation, c'est-à-dire qu'il faut passer en peau saine et on peut proposer également des gestes de plastie musculaire pour une meilleure couverture du moignon et pour permettre un appareillage correct. Également, à côté de la chirurgie conservatrice ou la chirurgie radicale, on peut proposer une chirurgie préventive. Quand il y a une déformation du pied, on peut réaliser, comme on a dit, des ostéotomies de réaxation, des arthrodèses quand c'est nécessaire, toujours dans l'objectif d'éviter ces zones d'hyperpression. Également, on peut proposer le traitement par vague. Je ne vais pas m'attarder parce qu'il va être bien développé avec mon ami professeur Tori. Et pour la prévention, il a été bien étayé par professeur Ismaili, je ne vais pas m'attarder. Et je vais conclure en disant que le pied diabétique est une pathologie qui est complexe, qui impose la prise en charge globale des patients et pas seulement du pied. Et la chose sur laquelle on insiste toujours, c'est une approche multidisciplinaire qui doit impliquer toutes les spécialités transversales avec une bonne coordination pour une meilleure prise en charge des lésions des pieds diabétiques. Merci. C'est bon. Alors bonjour tout le monde. Donc on va essayer de faire le point sur l'intérêt de l'oxygénothérapie hyperbare pour le pied diabétique, mais en même temps on va essayer de clarifier un petit peu et c'est quoi l'oxygénothérapie hyperbare. Alors le plan est le suivant, on va définir l'OHB, après on va voir brièvement l'historique de cette discipline, on va voir les types de caissons qui existent, quelques lois physiques, les principes d'action de l'OHB, les principales caissons dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Alors, sur le plan historique, juste pour vous montrer que c'est une discipline qui est très ancienne, donc c'est depuis 1662 que M. Earnshaw, qui est un Anglais, un médecin anglais, qui a pensé à construire et qui a utilisé une chambre hyperbare pour les traitements aigus et chroniques pour certaines pathologies. Depuis donc 1775, vous avez la découverte de l'oxygène. En 1830, la France utilise les bains d'air comprimé qui sont les précurseurs de nos chambres actuelles. M. Junot, c'est un Français aussi, en 1834, construit une sphère de 2 mètres de diamètre et comprime des patients à des atmosphères allant de 2 à 4 ATA. ATA, c'est une unité utilisée en médecine hyperbare. En 1841, M. Traeger est le premier à décrire les conditions de séjour en hyperbarie, posant ainsi les bases physiologiques de la médecine hyperbare. En 1854, c'est M. Paulbert, qui est toujours un Français, établit un lien entre les barotraumatismes et une décompression trop rapide. En 1860, c'est le premier caisson hyperbare au Canada. En 1878, Paulbert élabore les bases physiologiques de l'OHB et décrit les effets toxiques de l'oxygène, notamment les crises convulsives. Alors en 1966, le premier caisson de la Marine royale à Casablanca, dédié bien sûr pour les accidents de la plongée. En 1999, donc, c'est le caisson de l'hôpital militaire de Rabat et en 2007, c'est le caisson de l'Mdir à l'hôpital Mohamed VI. Alors, les types de caissons, pour les types de caissons, donc pour certains historiens, ils ont considéré comme le prophète Jonas, c'est la première personne qui a suivi une séance d'oxygénothérapie hyperbare, puisqu'il a séjourné quelques nuits dans les océans, dans un milieu hyperbarique. Après, nous avons des caissons monoplaces,
des caissons monoplaces un peu sophistiqués, transparents. Nous avons aussi un caisson multiplace avec 11 places, comme on peut avoir aussi des chambres hyperbares. Nous avons aussi des caissons mobiles qui se déplacent. Vous avez aussi des caissons portables qui peuvent être utilisés pour les enfants autistes et pour les enfants aussi pour les problèmes de paralysie cérébrale. Alors, avant de commencer et de voir les mécanismes d'action, il est important de faire le rappel de quelques lois physiques, à savoir la pression, la loi de Boyle-Mariotte et la loi de Henry. Alors, ce sont ces lois qui expliquent les mécanismes d'action de l'oxygénothérapie hyperbare. Alors, la pression, c'est quoi? La pression, c'est la force appliquée sur une surface, P est égal F sur S. L'unité de la force, c'est le newton. Un newton est égal à 0,1 kg. Alors, l'unité légale de la pression est le pascal, qui est 1 newton par mètre carré, mais en plongée, il ne faut pas oublier que la médecine hyperbare, il y a un lien étroit entre la médecine de plongée et l'oxygénothérapie hyperbare. L'unité de la pression est le pascal, 1 newton par mètre carré. En plongée, on exprime souvent la pression en bar. C'est quoi le bar? Une pression de 1 bar correspond à une force de 1 kg s'exerçant sur une surface de 1 cm². Ça veut dire que chaque centimètre carré de notre peau supporte environ 1 kg représentant le poids de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique au niveau de la mer. Un bar équivalent à 1 kg par centimètre carré, qui est égal à 1 atmosphère ou 760 mm de mercure. Alors, en plongée sous-marine, à 10 mètres de profondeur, quand on plonge à 10 mètres de profondeur, chaque centimètre carré de notre peau supportera le poids d'1 litre d'eau. Et on sait très bien que 1 litre d'eau pèse environ 1 kg. Alors, la pression due à l'eau à 10 mètres de profondeur est égale à 1 kg par centimètre carré, est égale à 1 bar. On vient de parler après de la pression absolue. C'est l'unité ATA. C'est quoi la pression absolue en plongée et la pression totale entre la pression atmosphérique et la pression qui est due à l'eau. Alors, les mécanismes physiologiques qui expliquent l'intérêt de l'OHB reposent sur deux grandes lois. Alors, la première loi, c'est la loi de Boyle-Mariotte. PV est égal à une constante. À température constante, le volume occupé par un gaz varie en raison inverse de la pression qu'il subit. Ça veut dire que si on augmente la pression, le volume du gaz diminue et inversement. La deuxième loi, c'est la loi de Henry. C'est une loi de la dissolution des gaz dissous. Q est égal à petit a fois P. Q, c'est la quantité de gaz dissous. A, c'est la constante des gaz parfaits. Et P, c'est la pression. Alors, la dissolution d'un gaz est liée à la pression partielle. À température constante, la quantité de gaz dissoute est proportionnelle à la pression que ce gaz exerce au-dessous du liquide. Alors, cette loi, elle est très intéressante, c'est parce que c'est grâce à cette loi qu'on va faire augmenter de l'oxygène dissous lors d'une séance d'oxygénothérapie hyperbare. Alors, les principes d'action, ça c'est très important pour tout médecin de savoir les principes d'action de l'OHB. Nous avons l'hyperoxygénation, nous avons aussi les effets anti-infectieux, l'effet cicatrisant, des effets cardiovasculaires et un effet rhéologique aussi, c'est un effet qui est très important à savoir, et un effet de l'hyperbarie ou bien de l'hyperpression pour certaines pathologies. L'hyperoxygénation. Alors, vous savez très très bien que l'oxygène existe dans le sang sous deux formes. Nous avons la forme combinée à l'hémoglobine, ce qu'on appelle l'oxyhémoglobine, et nous avons aussi la forme dissoute dans le plasma et dans les éléments figurés. L'oxyhémoglobine est la forme la plus importante. Alors, pour un taux d'hémoglobine de 15 grammes pour 100 ml de sang, le sang peut transporter à saturation complète 20 ml d'oxygène combiné à l'hémoglobine.
Par contre, la quantité de l'oxygène dissous dans le plasma est faible. Elle est de l'ordre de 0,28 ml pour 100 ml de sang à l'air ambiant. Actuellement, on est dans cette ambiance à l'air ambiant. Nous avons cette quantité d'oxygène dissous, 0,28 ml pour 100 ml de sang à l'air. Mais son importance physiologique est essentielle. C'est cette forme qui diffuse et qui assure l'oxygénation des tissus. Alors, dans une chambre hyperbare, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va faire augmenter l'oxygène dissous. Alors, après une expérience d'un néerlandais, d'un chirurgien néerlandais de la chirurgie cardiaque, qui s'appelle M. Borema, à une pression de 3 attas, c'est-à-dire à une profondeur de 20 mètres, et en oxygène pur, la quantité d'oxygène dissous est suffisante pour assurer l'oxygénation des tissus et la vie devient possible sans globules rouges. Il a été démontré par M. Borema. Alors, en respirant 100% d'oxygène à une pression de 3 attas, c'est-à-dire pour une profondeur de 20 mètres, on augmente de plus de 20 fois l'oxygène dissous du sang. Et bien sûr, cette élévation importante de la pression tissulaire en oxygène est la base physiologique de l'HB dans l'intoxication au monoxyde de carbone, l'ostéoradionécrose et les infections anaérobies. Alors, cette courbe de M. Barcroft nous montre, bien sûr, le taux d'oxygène dissous à une profondeur de 20 mètres, c'est-à-dire à 3 attas, on est à 6 ml d'oxygène dissous, c'est-à-dire on a multiplié le taux d'oxygène dissous fois 20, 0,28 fois 6 fois 20, ça nous donne 6 millilitres. Alors, les effets anti-infectieux. Les effets anti-infectieux de l'OHB, nous avons un effet bactériostatique et un effet bactéricide. L'OHB possède une action directe toxique par un effet bactéricide sur les germes anaérobies, action lytique bactérienne via la production des radicaux libres, et par un effet bactériostatique sur les germes anaérobies, facultatifs et aérobies, via une inhibition de la synthèse protéique bactérienne. Alors, parmi les effets anti-infectieux aussi, qu'est-ce qu'il entraîne l'OHB? Il potentialise l'effet de certains antibiotiques, à savoir les aminosides, les fluoroquinolones et la vancomycine. Il a un effet aussi sur les fonctions immunitaires. Qu'est-ce qu'il entraîne l'OHB? L'OHB augmente le pouvoir phagocytaire des polynucléaires. Alors, l'effet cicatrisant. L'OHB entraîne une meilleure cicatrisation en favorisant la prolifération des fibroblastes et la synthèse du collagène. L'hyperoxie stimule la synthèse du collagène, qui est la molécule clé pour le processus de cicatrisation et de réparation tissulaire. L'OHB accélère aussi le processus de néovascularisation. Alors, cette alternance hyperoxie, normoxie ou époxie, c'est un stimulus d'angiogénèse significatif. Alors, les effets cardiovasculaires de l'OHB. L'élévation de la pression partielle en oxygène entraîne une vasoconstriction, une diminution du débit et de la fréquence cardiaque. Alors, la diminution des débits locaux est surtout accentuée au niveau des territoires sains, ce qui dérive le sang vers les tissus ischémiques. Ça veut dire que la vasoconstriction hyperoxique dans les tissus sains fait place à une vasodilatation au sein des tissus hypoxiques. Ça, c'est important. Leur dernier effet, c'est l'effet rhéologique,
La radiologie, c'est l'étude de la forme. Qu'est-ce qu'il entraîne l'OHB? L'OHB entraîne une déformabilité des globules rouges qui permet leur passage dans les vaisseaux endommagés. Ça veut dire que l'OHB, avec la pression, entraîne une déformabilité. Les globules rouges peuvent devenir sous forme bâtonnée et qui peuvent faufiler au niveau des vaisseaux rétrécis. Alors, cet effet permet une amélioration des débits sanguins microcirculatoires. On a aussi l'action de l'hyperpression, c'est-à-dire l'hyperbarie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue le volume de gaz. Lorsque la pression double, le volume de la bulle diminue de moitié. C'est pour cette raison le traitement est le seul traitement étiologique de l'embolie gazeuse ou bien de la maladie de décompression qu'on voit chez les plongeurs, c'est l'OHB. Alors, les principales indications, alors selon la 10e conférence européenne de consensus en médecine hyperbare, c'était en 2016, le jury a classé ces indications selon 3 types. Type 1, ce sont les indications fortement recommandées. Type 2, ce sont les indications recommandées avec un effet positif sur l'évolution. Et le type 3, des indications optionnelles. Les indications de type 1, on commence par l'intoxication au monoxyde de carbone. Après, les accidents de décompression, c'est une pathologie aéroembolique chez les plongeurs, qui se passe chez les plongeurs. On a l'embolie gazeuse, on a les infections graves de tissu mou, on a le CRAS syndrome, on a la prévention de l'ostéoradionécrose après extraction dentaire. Nous avons aussi l'ostéoradionécrose de la mandibule. Et aussi, il ne faut pas oublier toutes les pathologies secondaires à la radiothérapie, surtout les cystites radiques et les rectites radiques, les lésions post-radiques. Indication de type 2, on trouve ici les lésions du pied diabétique, la surdité brusque, les greffes et lombo à vascularisation compromise, ostéoradionécrose, l'entérite radique, lésions radiques des tissus mous, l'ulcère cutané ischémique, ostéomyélite chronique réfractaire, neuroblastome, stade 4. Les indications de type 3, nous avons l'encéphalopathie post-anoxique, les formes mineures des intoxications au CO, les myélites, les rectites post-radiothérapie, syndrome de reperfusion après chirurgie vasculaire, brûlure quand ça dépasse les 20% de surface et supérieur au 2e degré. Et nous avons aussi la pathologie ophtalmologique ischémique aiguë. Surtout, les cécités brusques. Jusqu'à maintenant, on a pu traiter 2 cécités brusques par l'oxygénothérapie hyperbare, ainsi qu'une pathologie ophtalmologique qu'on appelle la dysplasie rétrolentale. C'est une indication pour l'OHB. Alors, pour les contre-indications, nous avons des contre-indications absolues, mais surtout le pneumothorax qu'il faut qu'il soit drainé avant les séances. Et nous avons aussi des contre-indications qui sont relatives. Affection orale en évolution, type sinusite, otite. Nous avons l'épilepsie. L'épilepsie, ce n'est pas une contre-indication absolue, c'est une contre-indication relative. Nous avons des troubles de la conduction, tuberculose évolutive, névrite optique et l'hypertension artérielle maligne. Alors, les cas cliniques de notre expérience à l'hôpital militaire, l'expérience d'un service de médecine interne à propos de 80 cas, l'évolution des lésions a été évaluée par l'examen clinique avec des mesures répétées de la taille des lésions à la 5e, 15e et 20e séance d'OHB. Une réduction significative de la surface de la plaie a été observée dès la 10e séance avec cicatrisation complète et guérison chez 56 patients au terme de 20 séances d'OHB. L'amputation a été notée chez 20%, à propos de 25% d'amputation. Alors les patients, nous avons le premier patient qui a un ulcère profond du pied chez ce diabétique. Avant l'OHB, la lésion était comme ça.
Après 10 séances, nous avons un bourgeonnement d'ulcère. Après 15 séances, on a une cicatrisation d'ulcère claire et nette. Le deuxième patient, c'est un mal perforant plantaire, avant le HB. Après les 5 séances de HB, et voilà après les 23 séances de HP. Alors, en conclusion, le HB constitue un progrès thérapeutique réel dans la prise en charge des lésions du pied diabétique. Elle est efficace dans les cas difficiles. Des indications posées précocement pourraient accélérer l'obtention de bons résultats et éviter bien sûr l'amputation. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Kouri, pour cette présentation fort intéressante. Et c'est sûr, on va susciter beaucoup de questions tout à l'heure. On espère qu'on aura aussi l'opportunité de rajouter notre CH. Et je donne la parole à mon ami le professeur Kian, qui va nous parler de la vie du médecin physique et la réadaptation dans le système. Vous avez la parole, professeur Kian. Bonjour. Alors, je suis très honorée de faire partie de cette journée et de traiter de la partie pied diabétique du point de vue du MPR, le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. Alors, pour cette communication, nous allons commencer par une introduction, puis nous développerons la prise en charge du patient diabétique au service de MPR du CHU de Casablanca. Ensuite, nous passerons à l'éducation thérapeutique du patient diabétique pour finir par une conclusion. Alors, je vais essayer de ne pas répéter tout ce qui était déjà dit et dire juste que le pied diabétique est un problème majeur de santé publique avec une gravité qui est liée au taux d'amputation des membres inférieurs. La prise en charge du pied diabétique doit être faite dans un cadre multidisciplinaire pour pouvoir poser un diagnostic précoce, donner des indications thérapeutiques, médicales et chirurgicales, éduquer le patient et prévenir les récidives. Il est recommandé d'effectuer un dépistage annuel du risque podologique. Ce dépistage permettra la gradation du risque lésionnel et donc d'orienter le patient vers une prise en charge spécifique. Alors, le champ d'intervention du médecin MPR se fait à plusieurs niveaux. Donc, le MPR, il analyse les hyperpressions plantaires, il prescrit des orthèses plantaires et ou chaussures orthopédiques, il initie l'éducation podologique, il traite d'éventuelles douleurs neuropathiques et il prend en charge le patient en concertation avec les traumatologues, chirurgiens vasculaires, orthoprothésistes et kinésithérapeutes. Alors, en ce qui concerne la prise en charge du patient diabétique dans notre service, donc ça se passe sur 2 grandes étapes. La première étape, c'est celle de l'évaluation podoscopique avec l'interrogatoire, l'examen clinique neuro-orthopédique et l'évaluation avec le podoscope optique et électronique. Et puis, après cette première partie, vient la prescription des orthèses plantaires et ou chaussures orthopédiques. Donc, l'on ne peut pas prescrire des orthèses plantaires sans qu'il y ait une évaluation podoscopique bien avant. Alors, pour la prise en charge, donc, les patients ne sont généralement adressés pour évaluation podoscopique en premier lieu par les endocrinologues et les dermatos, puis par les traumatologues ou chirurgiens vasculaires après amputation, ou alors nous recevons les malades pour des consultations diverses, comme les tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou le syndrome du canal carpien. Alors, l'évaluation podoscopique commence par un interrogatoire, puis par la recherche de douleurs neuropathiques grâce au questionnaire DM4. Puis nous commençons l'examen neuro-orthopédique par la recherche des déformations architecturales dues au déséquilibre entre muscles fléchisseurs, extenseurs et à l'altération de l'axité ligamentaire. Alors, pour les différentes lésions, donc ici nous voyons un pied de Charcot bilatéral. Nous notons cet aspect classique de pied cuboïde avec cette déformation Alors, avec cette hyperconvexité de l'arche plantaire, et nous verrons ce que c'est... pardon ? Okay.
C'est bon? Donc, l'hyperconvexité de l'arche plantaire, qui aura ses conséquences, nous allons le voir plus tard. Aspect de pied cuboïde avec griffe d'orteil, qui aura elle aussi ses conséquences sur le plan podologique, nous le verrons après. Alors, nous continuons par rechercher les troubles trophiques comme la sécheresse cutanée, l'hyperkératose, les corps, les durillons et la fonte du capiton plantaire. Alors, je n'insisterai pas sur la physiopathie du mal perforant plantaire, juste par dire que la problématique essentielle, ce sont les zones d'hyperappui, que nous allons voir plus tard comment traiter. On enchaîne par la palpation du pied, surtout pour avoir une idée sur les et aussi les muscles clés de la marche, pour avoir une idée sur la présence d'une neuropathie motrice. Alors, l'examen de la sensibilité superficielle et profonde est primordial à la recherche d'une neuropathie sensitive. La sensibilité tactile est testée par le monofilament de 10 grammes. Donc, c'est en exerçant une petite pression avec le monofilament au niveau des 3 zones. Donc, 2 erreurs sur 3 sur chacune des 3 zones valident le risque de se blesser sans s'en apercevoir pour le patient. Puis, l'examen de la sensibilité profonde avec la sensation de vibration par diapason et le sens de positionnement du gros orteil. Puis, nous examinons les réflexes ostéotendineux, rotuliens et achilléens. Après, nous évaluons qualitativement la marche du patient pied chaussé et déchaussé. Nous évaluons l'attaque du talon qui se fait normalement par la partie postéro-latérale du talon plantaire, puis le déroulement du pas avec l'appui plantigrade, puis digitigrade et le passage du pas. Après, nous passons à la podoscopie optique. Ceci est les podoscopes optiques dont nous disposons au service. Donc, il permet de voir directement la face d'appui plantaire des pieds. Nous faisons monter le patient sur le podoscope optique et après quelques instants de station debout sur la vitre du podoscope, l'assise optique, donc elle se matérialise sur ce schéma. Elle est reconnaissable par son aspect hypovascularisé. Alors, intéressons-nous à la statique. Pardon. Alors, l'assise plantaire, une fois vue sur le podoscope optique, donc on pourra la classer entre assise podoscopique normale, plate ou creuse. Donc, pour l'assise plantaire normale, donc il y a cette partie correspondant à l'empreinte arrondie laissée par les pulpes des orteils, puis la partie qui vient après, divisée en 3 classes. Donc, partie antérieure, c'est la bande métatarsienne au talon antérieur caractérisée par une épaisseur qui est importante, puis la partie de l'isthme avec sa concavité externe. Alors, la largeur de l'isthme est à peu près le 1/3 de celle du talon antérieur. À cette partie-là, l'appui est minime, et puis le talon postérieur où l'appui est important. Alors, l'assise de type pied plat présente un isthme qui est élargi par rapport à l'isthme vu préalablement, avec un bord médial qui est concave. Donc ça, c'est le pied plat premier degré. Et puis, l'isthme, au fur et à mesure, va s'élargir et sa largeur va être égale à celle du talon antérieur. C'est le 2e degré, avec son bord qui sera rectiligne. Et puis, le pied plat 3e degré, où la largeur de l'isthme, elle devient supérieure à celle du talon antérieur. Concernant l'assise plantaire creuse, donc à ce moment-là, l'isthme est étranglé, c'est le pied creux grade 1, ou alors l'isthme n'est plus présent que par ses attaches supérieures et inférieures, c'est le pied creux grade 2, ou alors pied creux grade 3, où l'isthme disparaît complètement, et dans ce cas, vous remarquerez que les hyperpressions seront maximales au niveau du talon antérieur et talon postérieur. Alors après, nous mesurons l'axe jambier calcanéen avec le goniomètre. Donc il faut savoir que l'axe entre la jambe et le talon n'est pas rectiligne, il y a un valgus physiologique de 5 degrés. Maintenant, si jamais nous avons une déformation au niveau du talon vers le dehors, donc c'est ce qu'on appelle un valgus calcanéen, et si ici il y a une déformation vers le dedans, c'est ce qu'on appelle le varus calcanéen. Alors ceci est la plate de podoscopie électronique dont nous disposons en service. Donc elle permet de dépister les zones d'hyperappui qui sont bien sûr le point de départ d'un mal perforant plantaire.
Il y a 2 temps pour cet examen, l'examen statique et l'examen dynamique. Alors voici des empreintes baropodométriques d'un examen en podoscopie électronique. Vous remarquerez que les lésions en couleur jaune, orangé ou vers le rouge, c'est plus des hyperpressions, alors que plus on va vers les couleurs bleu, vert, ce sont des zones de pression normale. Donc vous remarquerez donc qu'il y a des hyperappuis talonniers bilatérales et des zones d'hyperappui au niveau de l'avant-pied. Même chose pour ces empreintes baropodométriques, donc zone d'hyperappui au niveau du talon, au niveau de l'avant-pied gauche et là au niveau du talon droit. Alors ici, il s'agit d'empreintes baropodométriques de pied de Charcot. Vous remarquerez qu'il y a cette déformation de toute l'empreinte plantaire et au lieu d'avoir des zones d'hyperpression au niveau de l'avant-pied ou de l'arrière-pied, ce sera des zones de pression du médio-pied à cause de cette convexité de l'arche plantaire. Alors, passons à l'étape de prescription des orthèses plantaires ou des chaussures orthopédiques. Donc, elles se font soit pour la prévention primaire, soit pour la prévention secondaire. Alors, pour la prévention primaire, il faut prescrire des orthèses plantaires thermoformables et non traumatisantes à cause de la neuropathie et ou l'artériopathie diabétique. Alors que pour la prévention secondaire, en cas d'antécédent de lésions trophiques, il faudrait se concentrer sur la décharge de là où les zones à risque pour essayer de transférer les pressions sur la plus grande surface possible. Donc, pour cela, nous avons à leur disposition des chaussures Barouk pour décharge de l'arrière-pied, de l'avant-pied, et des chaussures pour décharger l'arrière-pied. En ce qui concerne les principes de base de l'orthèse plantaire, donc elles doivent être en matériaux thermoformables avec ajout d'éléments correcteurs selon l'examen podoscopique, donc soit un coin postérieur ou un coin intérieur, ou alors un coin interne ou un coin externe ou des barres rétrocapitales. Les bords latéraux doivent être non coupants et légèrement débordants. Elles doivent être portées en permanence même à domicile avec un chaussage qui est adapté. Cette prescription doit être renouvelée 1 à 2 fois par an puisque la durée de vie de ces orthèses est maximale de 1 an. Si rougeur, douleur ou conflit avec l'orthèse, il faut interrompre leur port et les orthèses doivent être modifiées dans ce cas-là. Alors, en ce qui concerne le mode d'action d'une orthèse plantaire, donc l'orthèse plantaire, elle agit de façon purement mécanique ou en suivant les lois dynamiques de la physique. Donc, premièrement, elle permet d'augmenter la surface d'appui plantaire. Donc, plus l'assise plantaire en centimètres carrés est grande, plus la pression est faible. Pour reprendre la loi mathématique, pression est égale à force sur surface. Donc, en augmentant la surface, on va diminuer la pression. Elle permet aussi de modifier la répartition des pressions en regard des surfaces plantaires portantes par modification des délais et durées d'appui au sol, surtout au niveau des surfaces portantes comme le calcanéus et les têtes métatarsiennes où se concentrent en général les zones d'hyperpression. Elle permet aussi de faire une suppléance anatomique ou fonctionnelle avec son rôle de prothèse en remplaçant un élément anatomique manquant ou son rôle d'orthoprothèse en cas de fente du capiton plantaire ou de troubles statiques irréductibles. Autre rôle de l'orthèse plantaire, c'est celui de la détente tendino-aponévrotique. Ça permet de limiter la traction sur un tendon ou une aponévrose. Par exemple, quand nous prescrivons une talonnette, celle-ci va diminuer la tension du système suro-calcanéo-plantaire. Et en dernier rôle, l'exclusion d'appui ou de frottement, puisque l'orthèse plantaire a un rôle d'orthoplastie et donc son action sera limitée aux faces plantaires, latérales, médiales et postérieures du pied. En ce qui concerne le chaussage standard, donc les chaussures doivent être en matériaux souples avec un volume adapté aux pieds, des semelles antidérapantes avec des lacets ou velcro, un talon qui soit large mais pas plus que 4 cm. Il faut porter des chaussettes ou des bas qui doivent être changés tous les jours. Les chaussures ouvertes sont à éviter. Ne jamais garder les chaussures neuves toute la journée et acheter des chaussures en fin de journée à cause de l'œdème de déclivité et les essayer avec les orthèses plantaires. Puisqu'en général, avec l'ajout des orthèses, on rajoute une pointure à 2, cela dépend du modèle de la chaussure. Alors pour le chaussage thérapeutique, celui-ci il est prescrit en cas d'antécédent d'ulcération ou d'amputation, donc c'est souvent des modèles sur mesure ou sur moulage, pas de couture ni surpiqûre agressive pour ne pas blesser le pied.
il faut qu'il y ait un capitonnage en cas de grande fragilité cutanée, avec un ballonnage éventuel de la tige pour améliorer la stabilité dans le plan frontal. Et il faut penser à reprogrammer une réévaluation du chausson et des orthèses plantaires tous les 3 mois. Alors, ceci est un exemple de chaussure thérapeutique pour pied de charcot. Donc, vous remarquerez que la partie du talon qui est élargie avec un talon moins de 4 cm, la tige haute pour une meilleure stabilité frontale et cette assise plantaire qui est élargie pour ce pied de charcot à droite. Alors, passons à la partie éducation thérapeutique du patient diabétique. Donc, pour savoir quel type d'éducation thérapeutique ce patient recevra, il va falloir qu'on grade son risque podologique en 4 questions. Donc, les questions qu'on se pose sont: est-ce que ce patient a-t-il un antécédent d'ulcération chronique du pied ou d'amputation? Est-ce que ce patient a une perte de la sensibilité superficielle? A-t-il une artériopathie? A-t-il des déformations des orteils et des pieds? Plus un trouble de la marche. Donc, après avoir posé ces questions, selon les réponses, nous pourrons grader le patient. Est-ce que c'est un patient qui n'a pas de neuropathie sensitive? Et dans ce cas, il faudra un examen de dépistage annuel du risque podologique dans un but préventif, un examen des pieds, une évaluation de la marche et du chaussage, une éducation avec hygiène, auto-examen des pieds et des ongles par le patient, conseil de chaussage non traumatisant, apprentissage des mesures de prévention dans les situations à risque, et lui apprendre les conduites à tenir en cas de plaie. Ou alors c'est un patient grade 1 qui a une neuropathie sensitive isolée. Dans ce cas, l'examen des pieds et l'évaluation de la marche et du chaussage se fera chaque 6 mois. L'éducation est la même que celle du grade 0 et dans ce cas-là, on fera intervenir son entourage. Un patient qui a déjà une neuropathie sensitive associée à une artériopathie des membres inférieurs et ou déformation des pieds est classé grade 2. Donc, dans ce cas-là, ce sera les mêmes mesures préventives que pour le grade 1, avec soins de pédicurie réguliers, correction des anomalies biomécaniques avec indication d'orthèse et d'un chaussage approprié, et la prise en charge de l'artériopathie si existante. Et au final, un patient ayant des antécédents d'ulcération du pied évoluant depuis plus de 4 semaines et ou d'amputation des membres inférieurs, il va falloir renforcer les mesures préventives définies préalablement pour le grade 2, un appareillage qui est systématique et surveillé régulièrement avec soins orthétiques et soins instrumentaux podologiques. Alors pour finir, il faut un bilan diagnostique annuel préventif et une évaluation de la gradation du risque lésionnel pour tous les patients diabétiques et ceux dès le grade 0. Puisqu'une plaie chez un diabétique à risque est une urgence médicale, il faudra informer le patient sur les situations à risque de plaies provoquées par les traumatismes mineurs qui sont à l'origine de 95% des lésions. Merci pour votre attention.